va essayer de travailler sur l'œuvre Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc la dernière fois, on s'est arrêté sur le chapitre 21 pour le premier groupe et sur le chapitre, je crois, 23 pour le deuxième groupe. Donc je vais reprendre à partir du chapitre 22 pour tout le monde. Voilà. Donc un petit rappel. Donc la dernière fois, on a dit que depuis le commencement de l'œuvre, depuis le début, jusqu'au chapitre numéro 17, eh bien, il s'agit de la dernière semaine. Voilà. Donc, on a dit que l'auteur, ou bien le condamné, il a écrit ses mémoires, son journal intime, tout au long d'une semaine. Donc, pour euh, les chapitres qui restent, c'est-à-dire à partir du chapitre 18 jusqu'au chapitre euh, 49, eh bien, tout a été écrit pendant le dernier jour, c'est-à-dire à partir presque de l'aube, à partir du matin. Il a commencé l'écriture très tôt, à cause de la visite du geôlier qui venait lui demander ce qu'il espérait manger pour le déjeuner, jusqu'au chapitre 49, c'est-à-dire jusqu'à 16 heures, l'heure de l'exécution. Donc, maintenant, on va commencer la lecture rapidement du chapitre 22. Donc, tout simplement, depuis ce jour, c'est-à-dire le dernier jour, le jour de l'exécution, le condamné a reçu jusqu'à maintenant la visite du geôlier, la visite du directeur qui voulait un petit peu savoir s'il allait très bien, s'il était en bonne santé, et puis il a reçu la visite du prêtre. Voilà. Donc, dans ce 22e chapitre, nous avons la visite du prêtre, mais nous avons également la visite de l'huissier de justice qui va lui apporter un message de la part du procureur général pour l'informer que voilà, comme quoi son pourvoi en cassation, donc le pourvoi en cassation, là ou bien lorsqu'il a fait appel, voilà, donc le STINF, donc ceci a été refusé, il a été rejeté. Donc il n'y a plus d'espoir. Le seul espoir qui reste, c'est que le roi lui fait tout simplement, ou bien lui accorde sa grâce. Voilà. Donc on va commencer la lecture rapidement. Donc ce n'est pas comme en classe. Dans la classe, il y a trop de perturbations. Donc ici, on va essayer de faire vite. On va essayer de gagner du temps. Alors, pour ceux qui n'avaient pas encore, ou bien qui n'ont pas encore bien compris l'œuvre depuis le début, eh bien, je vais essayer de faire quelques vidéos pour résumer l'ensemble et pour faire, bien pour refaire encore une fois une présentation de l'œuvre, le genre, l'œuvre, la visée de l'auteur, ce qu'il espérait vraiment à partir de l'écriture de son œuvre. Donc, voilà, donc on a dit on va lire le chapitre 21. Voilà. Donc le chapitre 21, quand il a reçu la visite, la visite de l'huissier. Voilà. Je suis calme maintenant. Tout est fini, bien fini. Je suis sorti de l'horrible anxiété où on m'avait jeté la visite du directeur, car, je l'avoue, j'espérais encore. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. Voici ce qui vient de se passer. Donc, nous avons ici le condamné qui est en train d'affirmer qu'il n'a plus d'espoir. Voilà. Je n'espère plus. Donc, tout espoir est fini. Donc, pourquoi? Donc là, il va nous expliquer pourquoi il a perdu tout espoir. Il n'y a plus d'espoir. Donc, il va l'expliquer en nous racontant ce qui s'est passé, en nous racontant ce qui l'a poussé vraiment à perdre espoir. Donc, deux points, il va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé le matin.
Au moment où 6h30 sonnaient exactement, ou bien non, c'était l'avant, car la porte de mon cachot s'est rouverte. Un vieillard à tête blanche, vêtu d'une redingote brune, est entré. Il a entrouvert, il a entrouvert, pardon, sa redingote. J'ai vu une soutane, un rabat. C'était un prêtre. Donc, soutane, rabat, ce sont les habits d'un prêtre. Le prêtre, bien sûr, c'est tout simplement un homme de religion, un homme d'église. Ce prêtre n'était pas l'aumônier de la prison, c'est-à-dire ce n'est pas le prêtre qui travaillait dans la prison. Cela était sinistre, ça commence à faire peur. Il s'est assis en face de moi avec un sourire bienveillant, puis a secoué la tête et levé les yeux au ciel, c'est-à-dire à la voûte du cachot. Bien sûr, donc là il est en train d'expliquer. Puisqu'il est dans le cachot, eh bien tout simplement, le condamné, il nous a déjà informé qu'il ne pouvait pas voir le ciel. Donc lorsqu'il a dit, il a levé les yeux au ciel, eh bien là il explique que ne voyant pas de ciel, eh bien tout simplement il a levé la tête, hein, euh, au toit, voilà, la voûte du cachot. Je l'ai compris. Mon fils, m'a-t-il dit, êtes-vous préparé? Je lui ai répondu d'une voix faible, je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. Cependant ma vue s'est troublée. Une sueur glacée est sortie à la fois de tous mes membres. Donc là, on remarque très bien qu'il y a une hyperbole. Une sueur glacée d'abord, le mot glacé, et puis elle est sortie à la fois de tous mes membres. Donc ça, c'est exagéré. Donc c'est une hyperbole. Donc l'hyperbole ici, ça vient pour intensifier et pour montrer à quel point le narrateur a eu peur. J'ai senti mes tempes se gonfler et j'avais les oreilles pleines de bourdonnements. Pendant que je vacillais sur ma chaise, comme endormi, le bon vieillard parlait. C'est du moins ce qu'il m'a semblé, et je crois me souvenir que j'ai vu ses lèvres remuer, ses mains s'agiter, ses yeux reluire. Donc là, on remarque que le condamné, bien sûr le personnage narrateur, euh, il ne s'intéresse pas au discours du prêtre. Il va le dire d'ailleurs après. Pour lui, le prêtre, il ne parle, tout simplement, il parle comme une machine. Ses paroles sont dépourvues, sont vides de toute sensibilité. Ses paroles ne sortent pas de son cœur pour tout simplement toucher le sien. Donc là, on remarque très bien que le narrateur condamné, il ne s'intéresse pas aux paroles et au discours du prêtre. La porte s'est rouverte. Donc voilà, on a une autre visite. Une seconde fois, le bruit des verrous nous a arraché moi à ma stupeur. Donc lui, il ne faisait pas attention aux paroles du prêtre. Il était attiré par autre chose, il était distrait. Donc là, tout simplement, euh, les verrous, le bruit, hein, le bruit de la porte, ça a arraché le narrateur à sa stupeur, tout simplement à sa rêverie. Euh, Par contre, cela a arraché aussi, ou bien on peut l'expliquer autrement, cela a fait euh, en sorte que le prêtre arrête de parler. Donc, le discours du prêtre a été interrompu. Une espèce de monsieur, donc le visiteur, c'est qui cette personne qui est entrée pour visiter, ou bien pour rendre visite au condamné. Donc, pardon, donc on a dit la troisième visite. Eh bien, une espèce de monsieur en habit noir, accompagné du directeur de la prison, s'est présenté et m'a salué profondément. Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle, des employés des pompes funèbres. Il tenait un rouleau de papier. Donc un rouleau de papier, c'est-à-dire
un message. Voilà, à la main. Donc il a un message pour le condamné. Monsieur, m'a-t-il dit, avec un sourire de courtoisie, je suis huissier près de la cour royale de Paris. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général. La première secousse était passée. Toute ma présence d'esprit m'était revenue. Donc là, nous avons une sorte donc d'ironie exprimée par le narrateur. Il va parler, c'est un discours direct, donc dit par le narrateur, euh, en réponse oui, au huissier, voilà. Donc, c'est monsieur le procureur général, lui ai-je répondu, qui a demandé si instamment ma tête. Bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive. Voilà. Donc là, on remarque très bien, bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive, on voit très bien que nous avons une ironie. J'espère que ma mort lui va faire grand plaisir. Donc là aussi, nous avons de l'ironie, car il me serait dur de penser qu'il l'a sollicitée avec tant d'ardeur et qu'elle lui était indifférente. Donc là, il fait tout simplement, il fait signe, ou bien, pardon, donc tout simplement là, il fait appel, ou bien il nous fait un petit rappel, c'est que pendant le jour de la condamnation, ou bien pendant les 3 jours de la condamnation, le procureur général a plaidoyé, on peut dire même, il a demandé avec ardeur que que l'accusé soit condamné à mort. Voilà. J'ai dit tout cela et j'ai repris d'une voix ferme. Lisez, monsieur, c'est-à-dire lisez la lettre. Il s'est mis à me lire un lent texte, en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot. Donc, cette lettre, c'était le rejet de mon pourvoi. Donc, le pourvoi, on a déjà dit, c'est l'appel. Donc, le pourvoi en cassation. Stinef. Voilà. L'arrêt. L'arrêt, c'est-à-dire la décision, la sentence du tribunal, bien sûr. L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève. Donc, c'est fini. A-t-il ajouté quand il l'a eu terminé, sans lever les yeux de dessus son papier timbré. Nous partons à 7h30 précise pour la conciergerie. Mon cher monsieur, aurez-vous l'extrême bonté de me suivre? Depuis quelques instants, je ne l'écoutais plus. Le directeur causait, c'est-à-dire parler. Voilà. Donc le directeur parlait avec le prêtre. Lui, l'huissier, il avait l'œil fixé sur son papier. Je regardais la porte qui était restée entr'ouverte. Donc là, on remarque que le narrateur, le condamné, il a eu envie de s'échapper. Voilà. Mais en fin de compte, lorsqu'il a regardé la porte, il découvre qu'il y avait 4 fusillés dans le corridor. L'huissier a répété sa question en me regardant cette fois. Quand vous voudrez, lui ai-je répondu, à votre aise. Il m'a salué en disant, j'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. Alors, ils m'ont laissé seul. Un moyen de fuir. Mon Dieu, un moyen quelconque. Il faut que je m'évade. Donc il sent que son heure approche, que la fin approche, donc il essaie d'échapper, voilà. Donc il essaie d'échapper à la mort. Voilà. Donc il le faut, sur le champ, par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit. Quand même je devrais laisser de ma chair après les poutres. Orage, démon, malédiction. Donc regardez cette phrase qui va commencer là. Alors, il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils. Voilà. C'est-à-dire pour faire un trou dans ce mur du cachot, eh bien, il faudrait que je creuse pendant des mois.
et avec de bons outils, c'est-à-dire avec des outils qui servent à creuser, avec de bons outils. Mais voilà, regardez là, cette opposition, on va dire, cette concession. Or, je n'ai ni un clou, c'est-à-dire, euh, il n'a pas seulement, donc, il a besoin de bons outils, mais lui, il n'a même pas un clou. Un clou, ouais, le msmar. Donc, il n'a même pas un clou. Et il a dit beaucoup de temps, donc il faudrait des mois, donc il faudrait beaucoup de temps pour percer ce mur, alors que lui, il ne lui reste même pas une heure. Voilà, donc il ne peut pas s'échapper. Voilà, donc là, pardon, donc là, c'est la fin du chapitre 21, et aussi c'est la fin, on va dire, de la première partie. Pourquoi je dis que c'est la première partie? C'est tout simplement parce que le narrateur va changer de lieu d'écriture. À chaque fois que le narrateur, le condamné bien sûr, change de lieu d'écriture, eh bien il le mentionne au haut du chapitre. Au début de l'œuvre, au début du journal, au début de la lecture, on avait le mot bicêtre, c'est-à-dire que le condamné est en train d'écrire à partir de bicêtre. Il est là. Là, il vient de changer de lieu d'écriture. Donc, au début du chapitre 21, le condamné se trouve dans la conciergerie. Donc la conciergerie, on peut dire que c'est une sorte de commissariat. Voilà, donc là où on va détenir un petit peu le condamné avant de l'envoyer à la place de grève. Voilà, donc on est à la conciergerie. Sauf que le chapitre 22, ou bien les événements du chapitre 22, ne se passent pas, ne se passent pas dans la conciergerie, ou bien à la conciergerie. Ce sont des événements qui se passent sur le trajet vers la conciergerie. C'est-à-dire, le narrateur va nous raconter comment s'est déroulé le trajet de Bicêtre, voilà, à la conciergerie. Voilà. Donc c'est le transfert. Il nous raconte le transfert. C'est un chapitre plus ou moins long, mais on va le lire. Donc comme j'ai dit, c'est quelque chose de... Bon, la situation qu'on est en train de vivre, là, c'est un petit peu... elle a quelques points, donc quelques points positifs. Donc tout simplement, je suis en train de travailler, donc on n'a pas de perturbation, on n'a pas vraiment euh, quelque chose qui va arrêter ma lecture, donc le dérangement, donc on n'a pas vraiment de quelque chose de parasite, on va dire. Hein. Donc parasite dans le sens que ça va perturber notre travail. Donc, donc on est à la conciergerie. Et ce qui le montre, à part le fait qu'il a mentionné ici, eh bien tout simplement que nous avons cette phrase. Me voici transféré, c'est-à-dire je suis transféré, je suis arrivé à la conciergerie. C'est-à-dire que l'huissier m'a transféré, il m'a ramené à la conciergerie. Comme dit le procès verbal. Mais le voyage vaut la peine d'être compté, d'être raconté. C'est-à-dire le voyage que j'ai fait, le trajet que j'ai fait de la prison jusqu'à la conciergerie, il mérite. Je dois le raconter. 7h30 sonnaient lorsque l'huissier s'est présenté de nouveau au seuil de mon cachot. Monsieur, m'a-t-il dit, je vous attends. Hélas, lui et d'autres, c'est-à-dire il n'était pas seul. Si l'huissier était seul, j'aurais pu m'évader. Mais là, il est avec d'autres personnes. Je me suis levé, j'ai fait un pas. Il m'a semblé que je n'en pourrais faire un autre, bien un second. Tant ma tête était lourde et mes jambes faibles. Cependant, je me suis remis et j'ai continué d'une allure assez ferme avant de sortir du cabanon.
J'y ai promené un dernier coup d'œil. Voilà, donc avant de sortir du cabanon, c'est-à-dire avant de sortir de son cachot, eh bien, il a jeté un dernier regard sur son cachot. Il a jeté un dernier regard sur le cachot où il a passé ces derniers 6 semaines. Je l'aimais, mon cachot, puis je l'ai laissé vide et ouvert, ce qui donne à un cachot un air singulier. Au reste, il ne le sera pas longtemps. Voilà, donc le cachot, sa cellule, ne va pas rester vide pour longtemps. Il y a quelqu'un d'autre qui vient d'être condamné qui va venir passer également ces derniers 6 semaines dans ce cachot avant d'être exécuté, bien sûr. Ce soir, on y attend quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un qui va venir. Disaient les porte-clés, un condamné que la cour d'assises est en train de faire l'heure qu'il est. Donc, disaient les porte-clés, la figure de style qui est là. Donc, bon, je ne vais pas le dire. Euh, je vais voir dans vos commentaires. Après, je vais expliquer. Donc, c'est à vous d'identifier la figure de style, bien sûr, comme on fait en classe. Un condamné que la cour d'assises est en train de faire à l'heure qu'il est. Au détour du corridor, l'aumônier nous a rejoints. L'aumônier, c'est-à-dire le prêtre. Il venait de déjeuner. Au sortir de la geôle, le directeur m'a pris affectueusement la main et a renforcé mon escorte de 4 vétérans. Devant la porte de l'infirmerie, un vieillard moribond m'a crié « Au revoir !» Nous sommes arrivés dans la cour. J'ai respiré, cela m'a fait du bien. Nous n'avons pas marché longtemps à l'air. Une voiture attelée de chevaux, c'est-à-dire il y a un attelage de chevaux, c'est-à-dire il y a 2 chevaux, bien 4, qui tirent bien sûr la voiture. Une sorte de charrette. De postes, donc attelés de chevaux de poste stationnés dans la première cour. C'est la même voiture qui m'avait amené. Une espèce de cabriolet oblong, divisé en 2 sections par une grille transversale de fil de fer, si épaisse qu'on la dirait tricotée. Les 2 sections ont chacune une porte, l'une devant, l'autre derrière, la carriole. La carriole, c'est-à-dire la voiture, la charrette. Le tout si sale, si noir, si poudreux, que le corbillard des pauvres est un carrosse du sacre en comparaison. Avant de m'ensevelir dans cette tombe à 2 roues, donc la même chose, on a ici, donc notez bien ces figures de style, on va les réexpliquer après. Donc nous avons une là, et nous avons également une ici. Voilà, donc avant de m'ensevelir, bien sûr, pour bien comprendre cette figure de style, il faut expliquer ce verbe. M'ensevelir. Bon, ici, cette figure de style signifie avant d'entrer dans cette charrette, avant de monter dans cette charrette, on va dire. Donc entrer entre parenthèses. Donc avant de monter dans cette charrette. Avant de m'ensevelir dans cette tombe à 2 roues, donc voilà, il faudrait aussi expliquer le mot tombe si vous l'avez pas compris. Donc, j'ai jeté un regard dans la cour, un de ces regards désespérés devant lesquels il semble que les murs devraient crouler. La cour, espèce de petite place plantée d'arbres, était plus encombrée encore de spectateurs que pour les galériens. Déjà la foule. C'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui se sont venues, donc qui se sont agroupées pour le voir. Donc ils sont venus en groupe, hein, ils ont formé une foule pour, bien sûr, ils se sont groupés pour voir le condamné. Donc, comme le jour du départ de la chaîne, il tombait une pluie de la saison. Bien sûr, lorsqu'il a dit le jour de départ de la chaîne, il veut dire par là le jour de départ des forçats. Pour le bagne, on a déjà lu ça. Il tombait une pluie de la saison, une pluie fine et glacée qui tombe encore à l'heure où j'écris, qui tombera sans doute toute la journée, qui durera
plus que moi. C'est-à-dire, cette pluie qui tombe maintenant, peut-être qu'elle ne va pas s'arrêter et que ça va durer même après ma mort. Les chemins étaient effondrés, la cour pleine de fange et d'eau. J'ai eu plaisir à voir cette foule dans cette boue. Nous sommes montés, l'huissier et un gendarme dans le compartiment de devant, le prêtre, moi et un gendarme dans l'autre. 4 gendarmes à cheval autour de la voiture. Ainsi, sans le postillon, 8 hommes, le postillon c'est-à-dire la personne qui conduit, hein, qui tient les rênes, les fils, les iconoflanques, les chevaux. Donc, donc le postillon c'est celui qui conduit la charrette. 8 hommes pour un homme. Donc, donc lui, on va dire, il est surpris. Donc pourquoi 8 hommes pour un seul homme? Pendant que je montais, il y avait une vieille aux yeux gris. Donc il y avait une vieille femme. Il a remarqué une vieille femme, il a aperçu une vieille femme dans la foule qui avait les yeux gris et qui disait, j'aime encore mieux cela que la chaîne. C'est-à-dire qu'elle préférait mieux, voilà, qu'elle préférait assister à une exécution de mort, voilà, à exécuter quelqu'un, voilà, plutôt que assister au ferrage des forçats. Je conçois, je vois, c'est un spectacle qu'on embrasse plus aisément d'un coup d'œil. C'est plutôt vu, c'est tout aussi beau et plus commode. Rien ne vous distrait. Il n'y a qu'un homme. C'est pas comme la chaîne, il y en a beaucoup. Voilà, donc dans la chaîne, il y a beaucoup de personnes. Par contre, là, il y a une seule personne. Donc le spectacle, c'est-à-dire voir quelqu'un mourir ou bien voir l'exécution d'une personne, c'est beaucoup plus mieux que de voir et que d'assister au ferrage des forçats parce que lorsque une seule personne est exécutée, eh bien tout simplement, on n'a pas quelque chose qui va distraire le spectateur. Donc il y a une seule personne. D'accord? Donc, et sur cet homme, seul autant de misère que sur tous les forçats à la fois. C'est plus concentré, donc voilà. Seulement cela est moins éparpillé. C'est une liqueur voilà, c'est une liqueur concentrée. Donc là aussi, c'est une figure de style, rappelez-vous, dans les commentaires, bien plus savoureuse. La voiture s'est ébranlée, c'est-à-dire elle a bougé. Elle a fait un bruit sourd, une figure de style. Dans les commentaires, vous écrivez la phrase et vous dites c'est quelle figure de style. En passant sous la voûte de la grande porte, voilà, en passant dessous la voûte de la grande porte, puis a débouché dans l'avenue, et les lourds battants de Bicêtre se sont refermés derrière elle. Je me sentais emporté avec stupeur, comme un homme tombé en léthargie, qui ne peut ni remuer ni crier, et qui entend qu'on l'enterre. J'écoutais vaguement les paquets de sonnettes pendus au cou. Pardon. Donc, j'écoutais vaguement les paquets de sonnettes pendus au cou des chevaux de poste sonner en cadence et qu'on part au quai. Les roues ferrées bruire, donc bruire c'est faire du bruit, sur le pavé ou cogner la caisse en changeant d'ornière. Donc les ornières, ce sont les petites marques, les petites traces, ou bien les traces des roues que les voitures laissent derrière elles lorsqu'on avait, ou bien lorsqu'on a de la boue. Voilà, donc c'est les ornières. Donc voilà, pour passer d'une ornière à une autre, ça fait un petit peu sauter la charrette. Le galop sonore des gendarmes autour de la carriole, c'est-à-dire les 4 gendarmes qui entourent la charrette, la voiture. Le fouet claquant du postillon. Le fouet, donc le conducteur, on va dire, de la charrette, entre parenthèses, il a un fouet pour faire avancer, donc il tape sur le dos des chevaux pour faire avancer
La charrette, voilà. Donc le fouet claquant du postillon, tout cela me semblait comme un tourbillon qui m'emportait à travers le grillage d'un Judas percé en face de moi, donc le grillage qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Mes yeux s'étaient fixés machinalement sur l'inscription gravée en grosses lettres au-dessus de la grande porte de Bicêtre. Hospice de la vieillesse. Tiens, me disais-je, il paraît qu'il y a des gens qui vieillissent là. Et comme on fait entre la veille et le sommeil, je retournais cette idée en tous sens dans mon esprit, engourdé de douleur. Tout à coup, la carriole, en passant de l'avenue dans la grande voûte, a changé le point de vue de la lucarne. Donc, lorsque la carriole a tourné, voilà, au coin de la rue, on va dire, le narrateur, le condamné, il a commencé à voir par la petite fenêtre, la lucarne, par la petite fenêtre, le petit carré, un petit peu par lequel il peut voir l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il a vu? Donc, eh bien, les tours de Notre-Dame sont venues s'y encadrer bleues et à demi effacées dans la brume de Paris. Les tours de Notre-Dame, c'est-à-dire les tours d'une église qui s'appelle Notre-Dame de Paris. Voilà. D'ailleurs, un petit rappel, Victor Hugo, il a déjà écrit un roman, hein, qui s'intitule Notre-Dame, voilà, de Paris. Voilà. Sur le champ, le point de vue de mon esprit a changé aussi. J'étais devenu machine comme la voiture. À l'idée de Bicêtre a succédé l'idée des tours de Notre-Dame. Ceux qui seront sur la tour, où est le drapeau, verront bien, me suis-je dit en souriant stupidement. C'est-à-dire, voilà, les personnes qui vont être sur la tour, ils vont bien voir le spectacle. Et il a annoncé ça pour que les autres personnes qui se trouvent à l'intérieur de la carriole, hein, puissent entendre ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire, cette phrase, c'est un discours, ce n'est pas un monologue intérieur. Je crois que c'est à ce moment-là que le prêtre s'est remis à me parler. Je l'ai laissé dire patiemment. J'avais déjà dans l'oreille le bruit des roues, le galop des chevaux, le fouet du postillon. C'était un bruit de plus. J'écoutais en silence cette chute de paroles monotones qui assoupissait ma pensée comme le murmure d'une fontaine et qui passait devant moi, toujours, diverses et toujours les mêmes, comme les ormeaux tortues de la grande route. Lorsque la voix brève et saccadée de l'huissier placé sur le devant est venue subitement me secouer. Eh bien, monsieur l'abbé, disait-il, avec un accent presque gai, qu'est-ce que vous savez de nouveau? Donc c'est l'huissier qui parle à l'abbé. L'abbé, c'est le prêtre. C'est un synonyme. Prêtre, aumônier, abbé, c'est la même chose. Donc, eh bien, monsieur l'abbé, donc c'est l'huissier qui parle, qui s'adresse au prêtre. Eh bien, monsieur l'abbé, disait-il, avec un accent presque gai, qu'est-ce que vous savez de nouveau? C'est vers le prêtre qu'il se retournait en parlant ainsi. L'aumônier, c'est bien sûr le prêtre, qui me parlait sans relâche. Le prêtre, il était déjà en train de parler au condamné. Et que la voiture assourdissée n'a pas répondu. A repris l'huissier en haussant la voix pour avoir le dessus sur le bruit des roues. Infernale voiture. Infernale, en effet. Il a continué. Sans doute, c'est le chaos. On ne s'entend pas. Voilà, c'est-à-dire, on ne s'entend pas, c'est-à-dire, il y a beaucoup de bruit, vous ne pouvez pas m'entendre, je ne peux pas vous entendre, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais donc dire? Faites-moi le plaisir de m'apprendre ce que je voulais dire, monsieur l'abbé. Ah, il se rappelle, voilà. Savez-vous la grande nouvelle de Paris aujourd'hui? Donc, il y a une grande nouvelle, il y a quelque chose qui va se passer peut-être, donc il y a un événement à Paris. Donc, l'auteur, donc c'est le narrateur, en utilisant le jeu,
J'ai tressailli, c'est-à-dire j'ai tremblé de peur. Comme s'il parlait de moi. Donc, le narrateur, il a fait un lien entre sa personne, lui, et l'événement. Donc, la nouvelle. Donc, pour lui, la nouvelle, c'est lui. Donc, voilà, c'est son exécution. Voilà. Donc, c'est pourquoi il a eu peur. Il pense que tout le monde parle de lui. Non, a dit le prêtre, qui avait enfin entendu. Je n'ai pas eu le temps de lire les journaux ce matin. Je verrai cela ce soir. Quand je suis occupé comme cela toute la journée, je recommande au portier de me garder mes journaux et je les lis en rentrant. Ben, a repris l'huissier, il est impossible que vous ne sachiez pas cela. La nouvelle de Paris, la nouvelle de ce matin. J'ai pris la parole. Donc c'est le narrateur qui parle encore. Je crois la savoir. L'huissier m'a regardé. Donc il a regardé parce qu'il était surpris. Comment une personne qui a été enfermée, qui n'a eu aucun contact avec des personnes qui viennent de l'extérieur, peut savoir cette nouvelle. Vous, vraiment, en ce cas, qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? C'est le condamné qui parle. Vous êtes curieux, lui ai-je dit. Pourquoi, monsieur? A répliqué l'huissier. Chacun a son opinion politique. Je vous estime trop pour croire que vous n'avez pas la vôtre. Quant à moi, je suis tout à fait d'avis du rétablissement de la garde nationale. J'étais sergent de ma compagnie, et ma foi, c'était fort agréable. Je l'ai interrompu. Je ne croyais pas que ce fût de cela qu'il s'agissait. Donc voilà, il affirme qu'il s'était trompé. Voilà, je ne parlais pas de ça. Je pensais que vous parliez de moi, de mon exécution. Et de quoi donc? Donc c'est l'huissier qui pose la question. Alors, vous croyez qu'on parlait de quoi? Qu'est-ce que vous pensiez? Vous disiez savoir la nouvelle. Quelle nouvelle? Je parlais d'une autre, dont Paris s'occupe aussi aujourd'hui. L'imbécile, c'est-à-dire l'huissier, qui ne comprend pas, hein, il est bête, on va dire. L'imbécile n'a pas compris. Donc il pensait qu'il y avait une autre nouvelle qu'il ne connaissait pas. Donc voilà. Donc, sa curiosité s'est éveillée, c'est-à-dire, ah, il y a une autre nouvelle? Où diable avez-vous pu apprendre des nouvelles? Laquelle? De grâce, mon cher monsieur. Savez-vous ce que c'est, monsieur l'abbé? Est-ce que vous savez aussi de quoi ça s'agit, monsieur le prêtre? Êtes-vous plus au courant que moi? Mettez-moi au fait, je vous prie. De quoi s'agit-il? Voyez-vous, j'aime les nouvelles. Je les conte à monsieur le président, et cela l'amuse. Et mille billevesées. Il se tournait tour à tour vers le prêtre et vers moi, et je ne répondais qu'en haussant les épaules. Eh bien, m'a-t-il dit, à quoi pensez-vous donc? Je pense, ai-je répondu, que je ne penserai plus ce soir. Voilà, c'est-à-dire ce soir, la nouvelle dont je parle, c'est qu'aujourd'hui je serai mort. Ce soir, je serai déjà mort. Ah, c'est cela, a-t-il répliqué. Allons, vous êtes trop triste, monsieur. Voilà, donc, ah, vous êtes trop triste. Monsieur Castaing, vous vous rappelez de Monsieur Castaing, on l'a eu dans le chapitre 11 et 12. C'est parmi les condamnés à mort qui ont été exécutés au préalable, précédent. D'accord? Alors, Monsieur Castaing, la personne, je me rappelle, je pense que c'est la personne qui tuait les enfants. Causé, c'est-à-dire contrairement à toi, c'est une personne qui parlait. Hein. Il n'avait pas peur de mourir. Puis, après un silence, j'ai conduit Monsieur Papavoine. Voilà, vous vous rappelez de Monsieur Papavoine. Il avait sa casquette de loutre et fumait son cigare. Quant aux jeunes gens de La Rochelle, il ne parlait qu'entre eux. Voilà. Mais il parlait. Il a fait encore une pause et a poursuivi. Des fous, des enthousiastes. Ils avaient l'air de mépriser tout le monde. Pour ce qui est de vous, je vous trouve vraiment bien pensif, jeune homme. C'est-à-dire que vous êtes différent des autres, condamnés à mort. Jeune homme, lui ai-je dit, je suis plus vieux que vous.
Chaque quart d'heure qui s'écoule me vieillit d'une année. Il s'est retourné, m'a regardé quelques minutes avec un étonnement inepte, puis s'est mis à ricaner lourdement. Allons, vous voulez rire, plus vieux que moi. Je serai votre grand-père. Je ne veux pas rire, lui ai-je répondu gravement. Il a ouvert sa tabatière. C'est-à-dire, il va fumer une cigarette. Tenez, cher monsieur, ne vous fâchez pas. Une prise de tabac, et ne me gardez pas rancune. N'ayez pas peur, je n'aurai pas longtemps à vous la garder. En ce moment, sa tabatière, qu'il me tendait, a rencontré le grillage qui nous séparait. Un chaos a fait qu'elle l'a heurté assez violemment et est tombée tout ouverte sous les pieds du gendarme. Maudit grillage, c'est-à-dire il a fait tomber sa tabatière. S'est écrié l'huissier, il s'est tourné vers moi. Eh bien, ne suis-je pas malheureux? Tout mon tabac est perdu. Je perds donc. Lui, il est triste parce qu'il a perdu son tabac. Bon, le narrateur, il répond, je perds plus que vous. Et je répondis en souriant. Il a essayé de ramasser son tabac en grommelant entre ses dents. Il était en colère. Plus que moi, cela est facile à dire. Pas de tabac jusqu'à Paris. C'est horrible. L'aumônier alors lui a adressé quelques paroles de consolation. Et je ne sais si c'était préoccupé, mais il m'a semblé que c'était la suite de l'exhortation dont j'avais eu le commencement. Peu à peu, la conversation s'est engagée entre le prêtre et l'huissier. Je les ai laissés parler de leur côté et je me suis mis à penser du mien. En abordant la barrière, j'étais toujours préoccupé sans doute, mais Paris m'a paru faire un plus grand bruit qu'à l'ordinaire. La voiture s'est arrêtée un moment devant l'octroi. Les douaniers de la ville l'ont inspecté. Si eût été un mouton ou un bœuf qu'on eût mené à la boucherie, il aurait fallu leur jeter une bourse d'argent. Mais une tête humaine ne paie pas droit. Nous avons passé. Le boulevard franchi, la carriole s'est enfoncée au grand trot dans ces vieilles rues tortueuses du faubourg Saint-Marceau et de la cité qui serpentent et s'entrecoupent entre les 1000 chemins d'une fourmilière sur le pavé de ces rues étroites. Le roulement de la voiture est devenu si bruyant et si rapide que je n'entendais plus rien du bruit extérieur. Quand je jetai les yeux par la petite lucarne carrée, il me semblait que le flot des passants s'arrêtait pour regarder la voiture et que les bandes d'enfants couraient sur sa trace. Il m'a semblé aussi voir de temps en temps dans les carrefours, çà et là, un homme ou une vieille en haillant, quelquefois les deux ensemble, tenant en main une liasse de feuilles imprimées que les passants se disputaient en ouvrant la bouche comme pour un grand cri. 8h30 sonnaient à l'horloge du palais, au moment où nous sommes arrivés dans la cour de la conciergerie. La vue de ce grand escalier, de cette noire chapelle, de ces guichets sinistres m'a glacé. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai cru que les battements de mon cœur allaient s'arrêter aussi. J'ai recueilli mes forces. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. J'ai sauté à bas du cachot roulant. Voilà, le cachot roulant. C'est une figure de style. Et je me suis enfoncé à grands pas sous la voûte entre deux haies de soldats. Entre deux rangées, on va dire, de soldats. Il s'était déjà formé une foule sur mon passage. Voilà. Donc c'est le chapitre 22. Donc je vais vous envoyer les questionnaires de ces deux chapitres. Voilà, et c'est à vous de répondre à ces deux questionnaires. Si vous avez des questions, vous devez les poser bien sûr dans les commentaires. Et voilà, donc après je vais travailler sur les autres chapitres qui restent. Voilà, donc bien à vous. Voilà, c'est à vous de travailler comme si on était en classe. Voilà, donc et de répondre aux questions. Si vous travaillez également, vous répondez également
au petit exercice que je vous ai donné, c'est-à-dire de reconnaître les figures de style qu'on a soulignées. D'accord?